Mimo. Bonjour, mon cher ami. Quel plaisir de vous rencontrer à Aix-en-Provence. Ah oui. Bonne journée, bonne visite. Oui. Et oui, comment tu t'appelles? Antoine. Antoine, on est ici ensemble pour l'expérience de Mazanote comme ça. Et je suis très content d'être ici à Aix pour la première fois. Je suis décidé à pouvoir à me donner complètement à cette expérience-là comme ça. Ah ouais. Merci. Merci. On va publier ça avec la béatification. Voilà. Sabaydi. Sabaydi kumba. Voilà. Pen Neodai. Kumba Sabaydi bo. Kumba comment il y a yuni. Ça va comme ça, hein, parce que le Laotien est déjà parti. Déjà parti, bah. Cóภาษามงกับบ่ได้บ่ว่าภาษามงได้อยู่บ่ Antoine. Tu partiras à Vientiane alors. Oui. คุณพ่อบ่ไปนำบ่ On va voir, ça veut dire. บ่ไปนำบ่ Ah, je ne crois pas, hein. Je ne crois pas, c'est un long voyage. Ah, bien. Êtes-vous notre guide aujourd'hui? Oui, notre guide. Nous sommes peut-être les dernières personnes à lui donner des conseils. Voilà, il est aquí. Moi, j'ai Allez-y, merci. Allez-y. Vérifiez. Il enregistre, c'est dangereux. Tu es un professeur dans l'âme. Oui, si le guide perd le chemin, je peux l'aider. Oui, tu as une boussole? Tu as une boussole aussi. Oh, oui. Je vois les deux mesdames là, sont elles qui vont nous guider. Non. C'est Alexandre, c'est un jeune homme. Oh, parfois c'est bon de voir la présence féminine. Bon, on peut y aller. Voilà notre guide Alexandre. Cheval. Bon. Porter la ville sous
paysage architectural, social et même historique de la ville quand il y a vécu. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, actuellement, nous sommes sur la place Corbin, qui est le bout du Mirabeau. Il faut vous imaginer que jusqu'au XVIIe siècle, là, vous étiez en race campagne. Jusqu'aux années 1650, vous étiez ici dans des prés qui appartenaient à l'archevêché. Le cours Mirabeau qui est ici correspondait au rempart de la ville, vieille ville de ce côté-là du Mirabeau, ici, de la campagne, et tout le quartier est aménagé à partir de là, c'est-à-dire du côté gauche du cours Mirabeau, et notamment son couvent. En fait, tout cela, c'est le fruit d'une vaste opération immobilière qui a été menée par un promoteur immobilier véreux, c'est peut-être d'ailleurs Léonard, promoteur immobilier véreux qui, au XVIIe siècle, avec l'aide de l'archevêque, lance une campagne de travaux titanesque pour lotir le quartier adjacent et pour créer des hôtels particuliers qui seront vendus à des bourgeois à l'origine. Et ensuite, ce quartier deviendra aristocratique. Et ce qui est très intéressant, c'est que autant la ville, vous allez voir un tracé avec des rues très sinueuses, autant toute cette partie-là de la ville d'Aix présente un plan orthonormé, les rues se croisent en angle droit, et vous verrez, il y a toujours, depuis le XVIIe, un hôtel particulier, un jardin, une écurie, une rue. Un hôtel particulier, un jardin, une écurie, une rue. Et vous allez voir, c'est tout à fait flagrant. Donc je vous propose, par souci de cohérence, de commencer par la vieille ville, et ensuite nous allons examiner ce quartier Mazarin, et notamment parmi les édifices de la vieille ville qui sont intéressants, je vous propose d'aller voir, puisque vous êtes ici dans l'ancien couvent des Carmélites, vous le savez, je vous propose d'aller voir à quoi ressemblait le couvent des Grands Carmes, qui se trouvait juste en face, de l'autre côté du couvent Mirabeau, qui est un couvent qui, comme celui-ci, n'a pas survécu à la Révolution, les carmes ont été dissous, mais le couvent, qui est un couvent gothique tout à fait exceptionnel et qui avait bénéficié de très nombreuses donations, était l'un des plus grands couvents de la région, et il subsiste, vous pouvez y voir d'une manière assez clignotante dans le bâtiment. Je vous en prie. Regardez attentivement les bâtiments, si vous regardez bien les hôtels, ils n'ont pas plus de 3 étages. C'est-à-dire que les règles de la ville des pas plus de 3 étages, des façades parfaitement alignées, tout n'était pas planté de platane, et d'or, l'échange d'arbres, des nouvelles parfaitement et donc il faut vous imaginer jusqu'à la campagne niçoise, la plus belle pourritoire. Et alors, ce qui est fort intéressant, c'est que parmi ces hôtels, en particulier, comme voyez-vous, celui-ci est un exemple tout à fait fameux, hôtel particulier qui est aménagé par une famille de bourgeois enrichis. Les Provençaux, il y a quelques familles, il y a très vieille noblesse, mais la plupart, comme les Maslow, sont issus d'une noblesse très récente, de noblesse essentiellement parlementaire, plutôt noblesse de charge. Vous savez, il y a un célèbre ministre de la Marine, Louis XIV, qui s'appelait Montparnasse, exactement dans les années sur la théorie qui est tout à fait 18e. Et la spécificité de la ville d'Aix, c'est que tous les monuments que vous allez voir sont dans 2 pierres différentes, 3 pierres même différentes. Quand vous aviez des moyens considérables, c'est le cas notamment de cette famille du poète, vous utilisiez de la pierre de Bilémus, qui est une pierre très célèbre à Aix. Si vous avez entendu parler de Cézanne, l'un des lieux qu'il a immortalisé, ce sont les carrières de Bilémus, qui sont des carrières situées en dehors de la ville, où on prenait une pierre qui est remarquable. Et voici, qui est une pierre blonde, pardon. La pierre bon marché était une pierre qui résistait beaucoup moins bien au temps et que vous vous offriez si vous n'en aviez pas les moyens, c'était la pierre de Rhogne. Et alors, un bel exemple de pierre de Rhogne, on en verra, tiens, mais c'est ça, c'est une pierre qui, la chapelle des Oblats, c'est une pierre bon marché, qui est beaucoup moins blonde, qui est beaucoup plus difficile à conserver et qui se dégrade. Et surtout, il y a une autre pierre qu'on utilisait pour la sculpture, qui est la pierre de Calissane, que voici, qui est une pierre extrêmement tendre, calcaire, qui peut être sculptée. Et sur certaines façades, vous verrez, il y a des façades en pierre de Livémus, avec des sculptures en pierre de Calissane. Tout ça, c'est des parties du décor que vous allez voir, lapidaire d'Aix. Et surtout, vous avez face à vous, on peut passer devant, le roi René, René d'Anjou, alors qui est un personnage dont les Provençaux, on va passer devant quand même pour lui rendre hommage, vous allez faire une révérence. La Provence n'était pas française, c'était un territoire totalement indépendant du royaume de France qui appartenait à la maison d'Anjou. Et cette maison d'Anjou, qui avait pour capitale d'ailleurs Angers, avait fait d'Aix la capitale de la Provence. Il y avait 3 capitales en Provence, à partir du XIVe siècle. Aix était la capitale politique, administrative, culturelle. Arles était la capitale de la Provence rhodanienne, occidentale. Et Grasse, cité des parfums que vous connaissez tous, était la capitale de la Provence orientale. Et
roi René est très intéressant, il s'appelait donc René d'Anjou. Quand on était membre de la maison d'Anjou, il était prisonnier à la cour de Bourgogne. Ça veut dire qu'il avait accès à la bibliothèque des ducs de Bourgogne, ça veut dire qu'il était traité comme un membre de la famille, simplement il était captif. Et il a passé les 20 premières années de sa vie, au lieu d'apprendre à guerroyer, tout simplement à se cultiver et à totalement lire l'intégralité de la bibliothèque de la maison de Bourgogne, qui était l'une des plus belles bibliothèques que le monde avait pu constituer, passé au royaume de France. Et quand on a vu que René d'Anjou mourait sans descendance mâle, on a dit Lyon, qui était roi de France, la Provence de Bourgogne. Mais de façon très modeste, a réussi un peu le maître diplomatique qui était celui d'unir la Provence et de France. Et si ce diplomate, qui est juste à côté, vous allez voir, n'avait pas intercédé en cette faveur, peut-être que vous seriez totalement, vous seriez provençaux et pas français. Il faut vous imaginer que nous serions, je crois qu'il y a des Italiens parmi nous. Bon, l'Italie, vous savez que votre union est très tardive. En France, elle a pu s'opérer dès le XVe siècle grâce justement à ce genre d'exercice. Comment? Alors en plus, effectivement, la maison d'Anjou, vous les Italiens, vous le savez, avait des droits privilégiés sur Naples, sur la Sicile, puisqu'ils étaient apparentés à la maison de Barcelone, mais tout ça est bien compliqué et tout intéressant. Enfin, ça n'est pas de format. Dont la descendance a fait du droit de Carmélite. Une partie se trouvant à Paris. Misérable relique d'une chapelle des Villars, on propose participant de cette type, vous relayez l'empêche de Saint-Laurent, entrez dans la boutique, regardez le plafond, c'est le XVe siècle, voilà une chapelle du Moyen-Âge qui se dit en par-dessus pour pas les envoyer, vous n'allez pas avec des parfums. Et qui ont construit un palais baroque comme il en existait à Rome dans les mêmes années, avec une spécificité, c'est que l'hôtel est inachevé. Vous voyez que le dernier étage n'est pas fini. En fait, la famille a tout simplement fait faillite à cause d'un crash boursier. Il n'était pas boursier, il était financier. Et effectivement, ils ont oublié qu'on peut faire tout avec des portefeuilles, ceux de s'asseoir dessus. Et donc, effectivement, du coup, cet hôtel est totalement inachevé. Mais là, je vous dirais, nous sommes dans le Marais à Paris, vous ne pourriez que me croire. C'est vraiment des hôtels qui sont d'une prétention et d'une ambition absolument exceptionnelle. D'autant plus que, quand vous êtes issu d'une noblesse récente, il n'est pas de bon ton de faire des choses propres au centre à toi. Il est de bon ton de rester assez discret. Une famille de la même noblesse, c'est-à-dire que ici, un hôtel, dont la façade n'est pas un frontispice. La façade est extrêmement sobre, avec ici simplement animée par une toile
table, qui donnait sur les jardins, en l'occurrence aussi sur les cours. Au premier, les appartements de monsieur, et au dernier, vous n'aviez pas de chambre pour domestique. Au dernier, pendant que vous faites, il est hors de question de loger le personnel dans ces derniers étages. Mais je vous dis que c'est une école qui est occupée par une seule et même famille dans l'école. C'est notamment le cas des matelots, leur personnel ne logeait pas dans l'étage, ils logeaient dans l'individu, dans les logements de ces familles modèles. Et ici, en l'occurrence, c'est le cas. Alors, m'expliquer ce soir pourquoi la pièce n'est pas complètement rattrapée, c'est une histoire assez amusante. Je vous en prie, on va poursuivre notre trajet avec ici. Dans les hôtels particuliers que je vous ai montrés, une spécificité qu'on retrouve partout, aussi bien au XVIIe siècle qu'au XVIIIe siècle, c'est le principe de l'escalier de vanité, qui est un escalier d'apparat, qui, en général, occupe jusqu'à un tiers de la surface d'un bâtiment, ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire qu'un tiers d'un bâtiment est seulement dévolu par l'escalier, qui est le support privilégié, bien sûr, de la fortune d'une famille. Et en l'occurrence, ce qui est très intéressant, puisqu'en réalité, l'hôtel se déploie ici, et ces fenêtres, vous voyez, ces troisième meneaux, ces troisième pierres comme ça, qui sont soulevées de parfois disparaissent souvent les percements qui ont été réalisés, et qui ici apparaissent en bord de la. Ces troisième meneaux correspondent à la façade primitive de l'hôtel d'Albert. C'est une façade citée, une façade de la fin du XVe siècle, on a largement 600 siècles. Donc tout ça est souvent disposé, c'était seulement 2 étages, une toiture parois, pas de grand canal, et là aussi, étage noble du XVIIe siècle, qui se portait une expérience familière, parce que, vous voyez, les pierres qui forment ce portail sont des pierres qui ont été dérangées par des verres. Et ça, c'est une chose du XVIIe siècle, vermiculé, Da vorne sind wir dann. et la porte des années 1750, encore en excellent état, et qui est une merveille. Donc, dites-vous bien que le caractéristique d'un système pas noble est hors de propos de construire un portail. Ces sculptures qui ont été en Provence, il y en a en particulier dans le méditerranéen. Ces sculptures de Jean-Série, c'est l'ancêtre, si vous voulez, du sculpte que vous connaissez tous, qui est des stars et des voyez sur les murs. Et en l'occurrence, ici, ce qui est très intéressant, c'est que le marchand, l'artisan génie, a utilisé la façade de cette maison pour en faire une sorte de lampe, une sorte de vitrine de son savoir-faire. Et il a représenté ici, dans le cartouche sous les fenêtres, le cartouche des alors seul le cartouche de gauche est bien conservé, les autres malheureusement se sont décollés, et vous avez les saisons, l'hiver, le printemps avec les sels de vie, l'automne avec les sels de vie, le printemps avec les fleurs, mais il y a un petit chemin qui est voilà pour les secours. C'est un moissonneur, donc c'est l'été, c'est la saison de moisson. Et c'est vrai que ces sculptures datent des années 1730 et sont encore en place. Vous imaginez plein de maisons comme ça, qui étaient au temps de devanture et au temps de savoir-faire possible et imaginable. Ici, vous êtes dans des quartiers populaires, au 17 et au 18e siècle, vous êtes qualifié d'artisan. Nous allons aller vers le palais communal, du chef de mairie, et puis nous dans le quartier Camilla. Il y a au nord d'Aix, Notre-Dame, et la ville qui a été construite ici, qui s'appelait Aquae, les zones de section avec une défendée comme une ville de plaisance, une ville d'agrémence, militaire, mais surtout, était une ville qui était censée concurrencer le Bidon, ça, qui n'est pas fonctionné, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici vous aviez un immense forum, avec des portiques, des galeries, forum dont la place comprend d'ailleurs ce que les grands de la Seine, et il y a encore un témoignage très émouvant, car la fontaine qui est face à vous, une fontaine du XVIIIe siècle, est surmontée d'une colonne. Cette colonne est une colonne du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est une colonne qui est extrêmement massive. Ces blocs de pierre blanche, des blocs de pierre antique, c'est un morceau de colonne. Vous voyez qu'il reste une belle partie du 1er siècle qui a été exaucée, agrandie au Moyen-Âge. C'est d'ailleurs la grande pierre à amortir au-dessus de la porte. Puis a été exaucée au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Il y a 2000 ans d'histoire de ce magnifique, avec un monument qui est toute la
société xoise, qui était en fait lignée au Parlement, a été totalement dispersée, elle aussi dissous. Et ici, le monument qui est là rend hommage aux gens qui ont réalisé des destructions, des profanations, toutes sortes d'actes de vandalisme. Et comme bien entendu, vous voyez, Oman, des défenseurs de la patrie, comme bien entendu, ces personnages-là n'ont pas laissé un souvenir impérissable à la ville d'Aix, votre fondateur, Eugène de Maginot, lorsqu'il était contraint de passer par ici, contournait systématiquement cette porte pour ne pas avoir à passer sous ce monument de funeste mémoire. Donc, bien entendu, je vous exhorterai